Opportunisme l'oblige, je me sentais obligé de profiter de la sortie du film de Ridley Scott pour surfer sur la vague d'enthousiasme qu'il va certainement générer sur l'histoire de la Révolution et plus largement de l'Europe. Et c'est certainement aussi le bon moment pour démonter les idées reçues. Bon, histoire de rentrer dans l'art dès le départ, il faut savoir que, même si la chanson en question a été populaire durant la période du Premier Empire, ça a surtout été, comme moi, par opportunisme et pour faire de la propagande politique, puisqu'elle a été écrite en 1791, c'est-à-dire sous le règne de Louis XVI. Et oui. Après, la situation n'était pas à son avantage cette année-là, avec l'échec de la fuite de Varennes, la Constitution, mais il ne faut pas non plus se faire avoir par les mots. Si l'auteur de la chanson, certainement nourri de références antiques, parle du salut de l'Empire, ce n'est pas au sens du régime politique comme vous l'avez certainement pensé, mais davantage au sens territorial du terme, sous-entendu à toutes les provinces de France qui avaient, rappelons-le, des cultures et des langues locales différentes malgré le nationalisme naissant. Plus largement et en interprétant un peu, on pourrait même penser qu'il fait référence à un empire plus universel et intangible, celui des hommes libres, libérés de la tyrannie, de l'esclavage, de l'oppression. Mais ajoutons un peu plus de contexte. Nous sommes à la fin de l'année 1791. En plus de la fuite avortée de la famille royale en juin, la déclaration de Pillnitz, qui appelait à la fin du mois d'août 1791 les monarques de toute l'Europe à se liguer pour rétablir Louis XVI dans ses droits et mettre fin à la Révolution française, laissait déjà présager des guerres de coalition à venir. Même si rien n'était encore acté à l'époque et que certaines cours européennes étaient assez réticentes à l'idée de s'embourber dans une guerre idéologique qui penchait en les défaveurs du modèle monarchique. Je vous en glisse un extrait pour que ce soit plus concret. Forcément, et comme à chaque fois qu'une telle déclaration est parvenue à l'oreille des Parisiens, ces menaces ont été utilisées par les plus ardents révolutionnaires dans le but de galvaniser tous les bons patriotes, d'installer l'idée de la guerre dans leur esprit et surtout de sa nécessité pour défendre leurs acquis politiques. C'est dans cet élan qu'Adrien Simon Bois, chirurgien en chef de l'armée du Rhin et jacobin de Strasbourg, écrivit sa chanson fin 1791, quelques mois avant la Marseillaise d'ailleurs. Le timbre de la musique, quant à lui, provient de Renaud d'Ast, une comédie en 2 actes de 1787 réalisée par Nicolas Dalérac. Et comme je n'en ai trouvé aucune représentation, je vous invite à nous pencher sur le cœur du sujet. Les paroles de la chanson sont organisées en 4 couplets qui font écho au contexte tendu que nous évoquions précédemment. Le premier d'entre eux est un appel à se préparer au combat dans le but de sauvegarder les réformes qui ont été acquises depuis 1789 face à la menace des monarchies européennes. La guerre idéologique avait déjà commencé. Quant au refrain, il pourrait se résumer à la phrase « Vivre libre ou mourir ». Cette célèbre devise révolutionnaire pourrait être inspirée des insurgés américains qui avaient obtenu leur indépendance de la couronne britannique des années plus tôt. Ou même pourrait être une énième référence à la Grèce antique, le début du serment de Platée en étant très similaire. Couplet 2, un brin de nationalisme, rien de plus. La France est le phare du monde qui illumine l'esprit des peuples opprimés. De quoi? Les États-Unis d'Amérique? Jamais entendu parler, ma bonne dame. Le troisième couplet est davantage un appel à la fraternité et à l'insurrection, visant à répandre la révolution dans toute l'Europe et faire tomber les monarchies. Je vous l'avais dit, la guerre idéologique était en leur défaveur dès le début. Reste à savoir si les dernières phrases laissent envisager la possibilité d'un super état révolutionnaire qui aurait uni toute l'Europe en un seul bloc, ou s'il s'agit simplement d'une envolée lyrique. Je ne suis pas dans l'esprit de l'auteur pour vous répondre avec suffisamment d'assurance. Ceci étant dit, le dernier couplet porte les mêmes velléités fédératrices, cette fois élargies au peuple du monde entier, de tout l'univers même. Modestie l'oblige. En tout cas, cela fait un chant révolutionnaire de plus qui se termine sur une ouverture assez universaliste. Ce qui explique peut-être pourquoi la date de sa création et sa paternité ont été débattues. Voilà ce que j'ai trouvé sur Veillons au salut de l'Empire, cher Cléopâtre Mélomane. C'était une vidéo assez improvisée que j'avais pas forcément prévu de faire maintenant, mais comme je l'ai dit en introduction, avec la sortie du film sur Napoléon, j'avais envie d'être dans le thème du moment pour une fois. On se retrouve dans les salles de cinéma et je vous dis à la prochaine.